Alors, maintenant, on passe aux questions. Question 1. Choisir l'activité du processus fondamental de test pour lequel un outil de gestion d'incidents serait le plus utilisé. A. Planification et contrôle du test. B. L'analyse et conception du test. C. L'implémentation et exécution du test. D. Évaluation des critères de fin de test et informer. Je vous laisse répondre. Ça sera à travers l'implémentation et l'exécution des tests. C'est logique parce que la gestion des incidents, c'est-à-dire la gestion des anomalies qu'on a déclarées, on ne va pas trouver des anomalies durant la planification et le contrôle du test. On ne va pas trouver des anomalies durant l'analyse et la conception du test, ni durant l'évaluation des critères de fin de test et d'information. Et si on doit gérer des incidents, des anomalies, ça serait pendant la phase d'implémentation et d'exécution du test. Question 2. Quel principe devrait être suivi lorsque un outil de test est introduit dans une organisation? 1. Estimer la maturité de l'organisation pour établir si un outil apportera des bénéfices à ce compter. Demander un retour rapide sur investissement. 3. Inclure la condition que l'outil est facile d'utilisation sans avoir à former les testeurs inexpérimentés. 4. Identifier et convenir des exigences avant d'évaluer les outils de test. Réponse A, 1 et 2. Réponse B, 1 et 4. Réponse C, 2 et 3. Réponse D, 3 et 4. Je vous laisse réfléchir. La réponse est la B, c'est-à-dire la 1 et la 4. Lorsque un outil de test est introduit dans une organisation, les principes qui devraient être suivis, c'est estimer la maturité de l'organisation pour établir si un outil apportera des bénéfices à ce compter et identifier et convenir des exigences avant d'évaluer les outils de test. Mais demander un retour rapide sur investissement, non, on n'a pas besoin de le faire. Et inclure la condition que l'outil est facile d'utilisation sans former les testeurs inexpérimentés, non plus. C'est pas dès qu'on introduit un petit test dans une organisation qu'il faut faire ça. Troisième question. Allez, quel défaut il est plus susceptible d'être trouvé dans un harnais de test? A. Divergence par rapport aux standards de programmation. B. Un défaut dans les middleware. C. Des fuites de mémoire. D. Des défauts de régression. Je vous laisse réfléchir et du coup, la réponse est là. B. Le défaut le plus susceptible d'être trouvé dans un harnais de disque, c'est un défaut dans le middleware. Parce que bon, je sais pas que celui qui en a plus de chances de trouver dans un harnais de test, ça soit des défauts de régression, ça soit des fuites de mémoire non plus. C'est pas dans un harnais de test qu'on va trouver ça et il y a une divergence par rapport aux standards de programmation. Non, c'est pareil. Dans un harnais de test, on parle pas trop de standards de programmation, donc non plus, ça sera un défaut dans le middleware. Question 4. En quoi les outils de test d'exécution peuvent être plus avantageux durant les tests exploratoires? A. Ils peuvent enregistrer les actions de l'utilisateur, ainsi les défauts sont plus facilement reproductibles. B. Peuvent être utilisés pour exécuter les aspects régression du test exploratoire. C. Ils peuvent aider à atténuer les risques de faible couverture de test. D. Ils peuvent utiliser les tests menés par les données pour accroître le volume d'exécution de tests exploratoires. Je vous laisse réfléchir. Ils peuvent utiliser pour exécuter les tests de régression des tests exploratoires en nombre. Ils peuvent aider à atténuer les risques de faible couverture de test non plus. Je ne vois pas en quoi les outils de test d'exécution peuvent être avantageux parce qu'ils peuvent aider à atténuer les risques de faible couverture des tests durant les tests exploratoires. Ce n'est pas le contexte. Et enfin, ils peuvent utiliser les tests menés par les données pour accroître dans le but d'accroître le volume d'exécution de tests exploratoires non plus. Je ne vois pas les outils de test d'exécution sont avantageux durant les tests exploratoires, mais pas dans le but d'utiliser ces tests menés par les données, tout simplement, pour accroître le volume d'exécution des tests exploratoires. Donc ça, c'est faux. Et réponse c'est, ils sont pas là non plus pour atténuer le risque de faible couverture de test. C'est pas le but des outils de test d'exécution pendant les tests exploratoires. 206. Question 5. Quels outils de test sont susceptibles d'inclure des fonctions de traçabilité? Outils de contrôle de performance, outils de gestion des exigences, 3. Outils de gestion de configuration, 4. Outils d'analyse statique. Réponse A, 1 et 2.
Réponse B, 1 et 4. Réponse C, 2 et 3. Réponse D, 3 et 4. Je vous laisse réfléchir. Les outils qui sont susceptibles d'inclure des fonctions de traçabilité, ce sont des outils de gestion des exigences et les outils de gestion de configuration. Les outils de contrôle de performance, c'est des outils de test non fonctionnels. Ils ne sont pas là pour des fonctions de traçabilité. Et les outils d'analyse statique, pareil. Je ne vois pas quel est le rapport avec les fonctions de traçabilité en fait, en effet. Donc c'est bien, on a besoin d'un outil de gestion des exigences et les gestion de configuration. Les autres configurations, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand on gère les configurations, c'est qu'on gère les différentes versions et du coup, il y a une traçabilité des tests. Oui, oui, voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et j'espère que ce cours a été d'une grande utilité. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Il y a un examen blanc pour vous entraîner avec les réponses corrigées à la fin. Et puis voilà, j'ai une formation de 250 questions QCM qui tombe, que vous pouvez le trouver dans mon profil. Très bon, il y a 256 questions de l'STQB pour réviser, vous l'aurez à 100%. Et puis voilà, merci à tous et bonne chance. Vous allez la voir, elle est facile. Merci.